Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un nouvel épisode de départ fictif. Je vous l'avais dit la semaine dernière, on avait fait un départ fictif sur les classiques ardennaises et les flandriennes. Et j'avais dit, j'avais eu pas mal de questions, mais qui n'étaient pas forcément sur ce sujet des classiques flandriennes ardennaises. Donc voilà, j'ai décidé de faire deux vidéos avec d'autres questions, un peu plus, on va dire hors sujet, et un peu différentes. Pour ce départ fictif numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Voilà. Short TikTok juste après les grandes courses. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur la notification, plus ça va vite. Bientôt, il va y avoir la présentation de Liège-Bastogne-Liège. Pour l'instant, les 10h30, nous sommes vendredi, les listes de départ ne sont pas encore à jour. Donc, tant que les listes de départ ne sont pas à jour, j'attends un petit peu. J'ai peur que ça soit donc demain. Je voulais la faire vendredi soir, mais avec les listes de départ qui ne sont pas à jour, je pense que beaucoup d'équipes attendent de voir comment les coureurs récupèrent de la flèche wallonne. Et puis, il y aura également le Tour des Alpes. Bon, on commence tout de suite avec la première question. Eddy Rollo, pourrais-tu nous expliquer les défaillances de Pogacar du Tour ou de Remco sur la Vuelta? Quelles sont les raisons? Équipe, débauche d'énergie, récupération. C'est très compliqué les défaillances parce que ça peut être dû à 50 paramètres différents. Il y a déjà presque des raisons parfois inexpliquées. Les cas Simon Yates, j'ai envie de dire même Remco sur le dernier Tour d'Espagne, d'un jour moins bien. D'un jour moins bien où le mec est pas du tout au niveau sur une journée. Le lendemain, il va être performant. La veille, il était performant, mais ce jour-là, c'est pas ce qui se passe. Il y aura un coup de moins bien. Ça arrivait à Simon Yates, ça arrivait à Remco sur la Vuelta. Sur Pogacar sur le Tour, c'était, je pense, un problème de préparation de saison qui n'était pas idéal. Mais Remco sur le dernier Tour d'Espagne, première étape de montagne, il n'est pas dedans. Peut-être un problème avec son... Parce qu'on sait que le coup de pédale en montagne, c'est un peu différent de coup de pédale en plaine. Mais bon, je ne suis pas totalement convaincu par cette explication. Il y a des fois des coureurs qui ont des coups de moins bien. Parfois parce qu'ils ont des sensations qui sont moins bonnes. Donc je ne sais pas si ça provoque au niveau mental. Tu vois, le matin, ils se réveillent, ils ont peut-être des petites... ils ont la sensation que ça va être une mauvaise journée, donc dans la tête ils se disent que ça va être une mauvaise journée, une mauvaise journée, une mauvaise journée, et mentalement ça joue. Je ne sais pas, mais Simon Yates par exemple était assez habitué d'avoir une journée de moins bien. Alors, on essayait de savoir c'était laquelle. Parfois c'était pas toujours la première journée de montagne. Richie Porte aussi, mais Richie Porte c'était plus sa récupération, où il avait aussi toujours une journée de moins bien, Richie Porte. Alors une défaillance, ça peut être quoi les raisons? Alors à une époque, quand c'était les transfusions sanguines, on se souvient notamment de Floyd Landis, les transfusions sanguines, ça avait un impact sur les défaillances. Floyd Landis sur le Tour de France, quand il perd 10 minutes, un quart d'heure sur Pereiro, la veille il a fait une transfusion sanguine. Le problème des transfusions sanguines, c'est que ça mettait souvent le corps en grande difficulté. Parce que le principe d'une transfusion sanguine commence à se passer du côté du dopage. Transfusion sanguine, c'est-à-dire que on vous enlevait 1 litre de sang. Donc on vous enlevait 1 litre de sang, par exemple, avant le départ des courses. Donc c'était souvent 3-4 jours avant le départ du Tour de France. On vous enlevait 1 litre de sang. Voilà. Et ensuite, on faisait des petites bidouilles au niveau médical pour rajouter de la testostérone, rajouter plein de paramètres au niveau des globules rouges, c'était ça l'objectif numéro 1, et réinjecter le sang. Bon, le problème c'est que on vous enlève 1 litre de sang. Quand on vous fait une prise de sang par exemple, le corps arrive à régénérer le sang. Donc c'est-à-dire que, par exemple, le mercredi, on vous enlève 1 litre de sang. Sauf qu'on vous le remettez que 2 mercredis après. Avant les Pyrénées, par exemple. Allez, donc il y avait 15 jours qui se sont espacés entre le moment où on vous a fait cette poche de sang et le moment d'après. Alors en sachant que dans les équipes, les médecins n'avaient pas toujours un équipement super bien pour conserver le sang, ce qui pouvait parfois poser des problèmes, mais surtout, même si c'était bien fait,
le corps humain, il est fait pour avoir 6 litres et demi, un truc comme ça, de sang, c'est 6 litres, 6 litres et demi, je crois, de sang dans le corps. Donc si on vous rajoute 1 litre de sang dans le corps, et le corps, il va pas kiffer des masses. Ce qui provoquait d'énormes problèmes. Alors déjà, il y avait des malaises. Souvent, quand les coureurs se faisaient des transfusions sanguines, ça pouvait provoquer des malaises. Mais il y avait des soucis, notamment de journées de moins bien. Et c'est vrai que dans les années 2000, on a eu beaucoup de mecs qui avaient des journées de moins bien. Je pense Schumacher, Landis, par exemple. Bernard Cole, je crois aussi, avait une journée de moins bien sur le Tour de France. C'était 2007 ou 2008, je ne sais plus, quand il a le maillot blanc à pois rouge. Et tout simplement, c'était 2 jours avant, un jour avant, ils avaient fait une transfusion sanguine et ça s'était moyennement passé. Bon, maintenant on repère très facilement les transfusions sanguines, donc c'est une méthode de dopage qui n'est plus utilisée depuis, je pense, 14-15 ans, parce que sur les transfusions sanguines, ça se repérait notamment avec le plastique. Donc, pour les défaillances, ça peut être de multiples raisons. Ça peut être déjà une fringale. Une fringale peut causer une défaillance. Fringale, ça veut dire un manque de sucre dans le sang. C'est-à-dire et un manque de sucre dans le sang, soit vous n'êtes pas bien alimenté pendant la course, ça peut être un premier paramètre, hein. Voilà, vous n'avez pas mangé assez pendant la course, ou soit vous avez pris votre petit-déj trop tôt, ou trop tard pendant la journée, donc ce qui fait que l'apport de sucre n'est pas bon, ou arrive pas au bon moment. Donc ça peut arriver, donc ça peut créer une défaillance, parce qu'une fringale, c'est blackout, hein. Vous avancez plus du tout. Pareil, ça peut être des crampes. Hein, le cas de Bettiol, on l'a vu, les crampes, vous pouvez plus pédaler. Ça, c'est un manque d'hydratation très souvent d'un coureur qui n'a pas assez bu pendant l'effort, en sachant que c'est compliqué de boire pendant l'effort parce que vous ne pouvez pas assimiler autant d'eau que vous en perdez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas assimiler 1 litre par heure quand vous êtes en plein effort. Donc c'est très compliqué de boire, notamment en montagne, quand vous êtes un peu en difficulté au niveau respiratoire, que vous êtes à bloc, c'est très compliqué de boire et c'est surtout quasiment impossible de boire beaucoup quand vous faites un effort. Donc vous avez une sorte de dette d'hydratation. On parle toujours de dette dette d'oxygène. On pourrait parler aussi de dette d'hydratation dans certains cas. Parce que voilà, on perd des sels minéraux, donc on essaye de barder de sels minéraux, mais c'est pas toujours évident dans les boissons, parce que ça donne un goût aussi à la boisson de barder de sels minéraux, ce qui est pas agréable à boire. Et donc ça peut être aussi une raison. Donc l'alimentation, ça peut être une raison. La récupération aussi, je parlais de Richie Porte. Richie Porte, les coureurs récupèrent pas tous de la même manière. Donc la récupération déjà entre 2 coureurs, ça peut être très différent. Il y a des coureurs qui récupèrent moins bien que d'autres. Contador avait des facultés en récupération qui étaient assez dingues. Que ça soit, bien entendu, avant 2007, mais même après, avant 2007, non, c'est 2008 qui se fait choper, 2009 qui se fait choper pour dopage. Même après, il avait toujours ces qualités-là en récupération. Remco, cette année sur la Vuelta, il a réussi à enchaîner les efforts en échappée. Donc ça montre aussi une belle capacité de récupération. Vous avez des Vingegaard aussi à cette capacité-là. Vous avez des coureurs par contre qui ont plus de difficultés dans ce domaine-là. Richie Porte avait un souci de récupération, c'est-à-dire que c'était pas le coureur qui récupérait le mieux. Fuglsang aussi, parce que sur les courses de 3 semaines c'était compliqué. Tendam, pour ceux qui se souviennent, il y avait Tendam et Kruijswijk, qui est toujours là même, Kruijswijk. C'est vrai que les Néerlandais, à une époque, tu savais que Mollema, Tendam, Kruijswijk, 3e semaine, c'était compliqué pour eux. Donc ça peut arriver, aussi les problèmes de récupération. En sachant que sur un grand tour, la récupération est également perturbée. On peut penser à un Pogačar, quand il a sa défaillance sur le Tour de France Pogačar, il a le maillot jaune depuis au moins 3 jours, un truc comme ça, 3-4 jours. Donc il faut savoir que quand vous faites le Tour de France, vous avez le maillot jaune, il y a tout un protocole après la course. Donc il y a déjà un protocole avant le départ. Vous allez avoir, peut-être un quart d'heure, 20 minutes d'interview avant le départ. Donc ça, c'est déjà un protocole. Donc c'est déjà la pression médiatique qui est importante. Vous avez une pression psychologique aussi parce que tout le monde veut vous attaquer. Vous êtes la proie de 10-15 coureurs dans le peloton. Ça aussi, il faut le gérer mentalement. Et ensuite, vous avez le protocole après la course. Après la course, il y a déjà le podium protocolaire. Donc vous arrivez, podium protocolaire. Donc le temps de vous faire un petit peu tout beau pour le podium protocolaire, allez, il y a 5-10 minutes. Donc voilà.
Ensuite, donc vous recevez le petit lion, voilà, vous êtes sur le podium, vous avez le bouquet de fleurs, vous lancez le bouquet de fleurs. Bon. Ensuite, après le podium, vous avez l'interview avec France Télévisions, bon, là, qui est habituelle sur le Tour de France. Donc interview, 3-4 minutes, bon voilà, bah, c'est de nouveau du temps. En plus, si vous êtes Pogacar, il y a l'oreillette à installer, il y a l'oreillette à défaire. Donc allez, on va rajouter 1 minute 30 à tout ça. Ensuite, il faut signer les différents maillots. Parce que le sponsor de la course fait signer des maillots après le départ. Après l'arrivée, pardon. Donc vous signez une dizaine, quinzaine de maillots jaunes. Ensuite, il y a quelques supporters qui sont le long de la route, et vous avez signé une dizaine d'autographes. Et puis après, il y a encore une tournée médiatique, parce qu'après avoir fait l'interview de France Télévisions, il y a l'interview à la presse écrite, il y a l'interview aux radios, à d'autres chaînes de télé étrangères. Donc, il y a à peu près un protocole du Tour de France, donc entre le moment où le coureur arrive et le moment où le coureur repart, le maillot jaune, allez, il y a 1h15, 1h30 qui s'écoule. Donc ça veut dire que l'étape arrive à 17h30, on arrive à 19h. Donc 19h, il va quitter le site du Tour de France. Bon, il a fait toutes ces différentes interviews, d'une journée qui a déjà commencé tôt, hein, quand même il faut le prendre en compte. L'hôtel n'est pas toujours à côté. Donc, allez, une demi-heure, 45 minutes de route pour rejoindre l'hôtel. Bim, en voiture. Avantage, vous êtes en voiture, vous n'êtes pas dans le bus. Mais souvent, les bus sont plus confortables que les voitures de directeurs sportifs. Parce qu'à ce moment-là, souvent, la voiture de l'équipe, le bus de l'équipe est déjà parti. On n'attend pas tous les coureurs, hein, on n'attend pas toujours les coureurs du protocole. Donc là, la voiture repart. Donc là, on arrive au massage. L'avantage, c'est que pour arriver au massage, quand vous arrivez à l'hôtel, vous êtes prioritaire. Donc vous êtes massé dès que vous y arrivez. Allez, 45 minutes de massage. Donc il est 19h50. On rajoute 45 minutes de massage. Eh bien, il est 20h35, 20h40. Bon, vous allez commencer à manger qu'à ce moment-là. Un repas de coureur, ça prend quand même 45 minutes, 1 heure encore une fois. Donc on arrive assez facilement, je pense, à 21h30. 21h30, et ben c'est le premier moment où vous êtes libre de la journée. Et comme vous avez mangé, on va dire un peu tard, vous ne pouvez pas dormir tout de suite, parce que pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, de manger tard le soir, c'est très compliqué de s'endormir, on va dire 1h30, 2h après le repas. Il faut au moins laisser 1h30, 2h après le repas. Donc on y est 21h30, tu rajoutes 1h30, le mec va pas se coucher avant 23h30. Le lendemain, réveil 8h, 8h30. Et puis il faut défaire la valise. Là, j'ai pas compté aussi le temps de défaire la valise, de refaire la valise. Hein. Il y a un petit délai à chaque fois. Donc, vous voyez, tout le temps. Donc tout est, même si tout est chronométrique, forcément la récupération, c'est pas si évident que ça. Débauche d'énergie aussi. C'est sûr qu'aussi sur l'étape de la veille, mais ça joue en fait dire avec la récupération. C'est sûr que si la veille vous avez roulé en tête de peloton pendant 40-30 km. Forcément, le lendemain, les jambes vont avoir un peu plus de mal. Ça, c'est clair et net, ça peut être plus compliqué. Donc, je dirais qu'en majorité, les défaillances sont dues soit à la récupération, soit à l'alimentation, nutrition. Je dirais que c'est les deux paramètres majeurs. Ensuite, il y a aussi une journée de moins bien, mais assez inexplicable. Ça peut arriver. Et puis parfois, c'est les parcours qui ne conviennent pas. Alors on croit que ce sont des défaillances, mais en fait, c'est plutôt un parcours qui ne convient pas. Par exemple, TJ Van Garderen n'aimait pas l'altitude. La fameuse étape où il y a le double passage à l'Alpe d'Huez, TJ Van Garderen va exploser au-delà de 1500 mètres d'altitude et Riblon va s'imposer. Riblon va reprendre, va lui mettre une 40, je crois, en 4 km. En 3-4 km, il va lui mettre une 40. Parce que Van Garderen n'aimait pas l'altitude. Donc il y a des coureurs qui n'aiment pas la haute altitude. Il y a des coureurs qui n'aiment pas les forts pourcentages. Donc les forts pourcentages, ils vont pas supporter, ils vont avoir du mal dans ce genre de situation. Il y a des coureurs qui ne vont pas aimer également les longues montées. C'est-à-dire des montées au-delà de 16-17 km. Voilà, ils n'aiment pas trop. Donc chaque coureur a un petit peu des caractéristiques qui peuvent provoquer ce qu'on peut considérer comme des défaillances, mais en fait c'est une étape qui ne leur convient pas. Et puis il peut y avoir les chutes également qui peuvent provoquer des défaillances. C'est-à-dire qu'une chute, on dit toujours, il faut attendre 48 heures pour voir si vraiment elle n'a eu aucun effet. Parfois, les conséquences d'une chute ne se voient pas forcément le jour même. Ça peut être 24 heures, 48 heures, parfois une semaine après.
où on ressent des douleurs au genou, et puis les premiers jours on a réussi à tenir avec cette douleur au genou, et puis au bout d'un moment ça perturbe vos récupérations parce que vous consommez plus d'énergie que prévu, et puis la blessure s'aggrave, et puis vous n'arrivez pas à vous en sortir, et ça crée une défaillance. Donc il y a plein d'explications à une défaillance. Je pense que j'ai été exhaustif sur cette première question. Deuxième question. Depuis quelques années, on a connu un cyclisme français beaucoup plus fort et plus impactant sur les courses d'un jour, et par étapes notamment grâce à Julien et Christophe. Depuis au moins cette saison, c'est vrai, on a de part et d'autre, Axel, Romain, Lenny et j'en oublie. Mais comment peut-on faire pour améliorer le niveau des coureurs français, des équipes françaises, et par-dessus tout, revenir au premier plan sur la scène des classiques et des courses par étapes? Merci. Alors déjà, du côté des classiques, il faut différencier les Flandriennes et les Ardennaises. On voit que sur les Ardennaises, on est présent. Sur les deux premières, l'Amstel et la Flèche Wallonne, on a eu des bons résultats. Et même les années précédentes, c'est des courses. La Flèche Wallonne, par exemple, ça nous a toujours réussi. L'Amstel, on a eu des résultats également avec Cosnefroy, je pense. Donc, c'est des courses qui, sur les 5-6 dernières années, nous réussissent. Je pense aussi aux Strade Bianche qui nous réussissent plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a d'autres épreuves, les Flandriennes, c'est compliqué. On n'a pas forcément de grands spécialistes de pavés. Alors on a Madouas, mais Madouas au départ faisait pas des courses pavées. Sa priorité, c'était plutôt les courses par étapes. On ne sait pas trop si cette année c'est même sa priorité, les Flandriennes. Christophe Laporte est devenu très bon chez Jumbo. Enfin, chez Visma, Jumbo-Visma, mais chez Cofidis, c'était pas forcément là où il était le meilleur. C'était plutôt dans les sprints en côte où il était le meilleur chez Cofidis. Après, on a des coureurs qui ne savent pas frotter. Alors ça, c'est vrai que c'est un problème. En France, on a beaucoup de coureurs qui ne savent pas frotter, qui n'aiment pas frotter dans un peloton. C'est presque de tradition, parce que Moncoutier, Riblon, Vauclair, voilà, ça remonte à longtemps, j'ai cette tradition de ne pas aimer frotter dans un peloton, alors que j'ai l'impression que, par exemple, les coureurs belges, il y a très peu de coureurs qui ont ce problème-là. Je pense sur les coureurs belges et coureurs italiens. Nous, en France, on a ce problème-là. Donc, ça date peut-être des jeunes années, où il faudrait peut-être travailler là-dessus, sur la formation des coureurs, améliorer la formation des coureurs, sur la technique sur le vélo et sur le fait que on n'aime pas frotter. Je pense qu'on a un retard par rapport à d'autres pays sur la technique sur le vélo. On est un peu moins bon dans ce domaine-là que la Belgique, je dirais notamment. Peut-être parce qu'on ne fait pas de cyclocross, ce qui est peut-être le souci. Parce qu'en France, on a peu de coureurs qui font du cyclocross. Et surtout, peu de coureurs sont bons sur la route et en même temps font du cyclocross. Donc c'est peut-être là un des problèmes. Donc pour le niveau des coureurs français, je dirais que sur les Ardennais c'est plutôt pas mal et je pense qu'on a une belle génération qui arrive. Sur les Flandriennes c'est un petit peu plus compliqué. Sur les courses par étapes, pendant des années il y a eu, et on l'a encore aujourd'hui, on voit que ça a touché aussi un petit peu la Belgique, cette pression ça fait depuis 30 ans qu'on n'a pas gagné de course par étapes, parce que la dernière c'était 95, c'était Jalabert, c'était la Vuelta. Il y a eu Bernard Hinault, ça va faire bientôt 40 ans aussi. Donc ça impacte forcément, parce qu'à une époque, les coureurs français, à chaque fois, on leur mettait la pression sur les résultats. Et le nombre de coureurs français qu'on a dit, ça va être le nouveau Bernard Hinault, ça a coûté forcément des carrières. Ce genre de comparaison, c'est jamais facile de s'en sortir. Sur les courses par étapes, pendant très longtemps, on avait le déficit du contre-la-montre. Aujourd'hui, il y a un peu moins de contre-la-montre, mais c'est vrai que c'est peut-être un domaine où on est en retrait, sauf, je dirais, Kevin Vauquelin, qui arrive à jouer avec les top coureurs. On a quand même un Gaudu ou un Martinez ont quand même moins de déficit que pouvait avoir un jeune Gadret, par exemple, sur les courses par étapes, ou même un Jean-Christophe Perrault, parce que même s'il était champion de France, il se prenait parfois des plâtrés en contre-la-montre. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est sûr. Je pense que là, on arrive sur une belle génération. On a peut-être eu un trou
sur les courants entre 25, 28, 29 ans aujourd'hui, où c'est vrai on a eu, je pense, un trou de génération. Là, je trouve qu'on a une très belle, des garçons qui ont un très très bon niveau, donc ça arrive. Je pense qu'il faut être patient, il ne faut pas leur mettre trop de pression aussi. Il ne faut pas aussi imaginer des résultats irréalistes pour ces coureurs-là. Et puis forcément, ce qui amènera aussi des Français à être au top niveau, c'est plus on aura de jeunes qui sont licenciés, parce que plus ta base de licenciés est importante, plus ton haut niveau peut être important, et plus ton haut niveau est important, plus tu peux avoir des coureurs un haut niveau dense, et plus ça peut se tirer la bourre. C'est ça aussi hein, qui joue. Plus on a de licenciés, ça a un impact. Je pense que les pays en ce moment où ça marche bien, notamment la Belgique, hein, où ça marche très très bien, il faudrait regarder s'il n'y a pas eu une hausse de licenciés il y a genre une dizaine d'années, qui fait qu'aujourd'hui bah, ça se ressent sur les performances actuelles. Parce que plus tu as de coureurs qui se tirent la bourre en moins de 15 ans, en junior, en espoir, plus forcément tu vas avoir de grands talents. Il y a une sorte de logique quoi. Donc c'est vrai que c'est important, et là bah je dirais notre souci en France, c'est que soit les gens vont toquer à la porte des clubs, mais les clubs ne vont pas à l'école. On n'a pas de détection à l'école aujourd'hui. Donc je pense qu'on perd beaucoup de talents, parce que bah, aller dans les clubs, il y a quand même le coût de la licence, à la campagne les clubs sont pas à côté. Et moi, je pense que les clubs de sport devraient faire des détections dans les écoles. Parce que déjà en France, je dirais qu'il y a peut-être 50% des gens qui aiment le sport, il y a 50% des gens qui n'en ont rien à foutre du sport. Je pense que c'est un peu 50-50. Donc dans ces 50% des gens qui n'en ont rien à faire du sport, bah, c'est peut-être plus compliqué pour les enfants ensuite de motiver les parents pour qu'ils aillent dans un club de cyclisme, dans un club de handball, dans un club de n'importe quelle discipline. Mais si les clubs vont dans les maternelles, bon, peut-être pas les maternelles, mais quoique pour la gym, ça pourrait être le cas dès la maternelle, mais à l'école primaire, en CE1, en CE2, déjà, ça pourrait faire découvrir des sports aux enfants. Parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Et peut-être que si on avait un peu plus de variété de sports à l'école, bah, les mômes sauraient peut-être les règles du handball, parce qu'en plus, si c'est des professionnels, contrairement aux instituteurs, bah, ils sauraient les vraies règles. Et puis peut-être au collège, refaire aussi des détections, parce que je pense que jusqu'à 14-15 ans, on peut démarrer un sport en ayant un bon niveau ensuite au niveau élite. Donc ça peut avoir un intérêt. Mais ça, c'est une politique plus globale au niveau du sport à l'école. Aujourd'hui, le sport à l'école, bon, le PS, c'est mal fait. Hein, au collège, c'est une catastrophe. Dans les écoles primaires, bah, vous avez des instituts qui ne font pas de sport ou qui ne pratiquent très mal le sport. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Donc il y a peut-être des choses à travailler là-dessus. Mais c'est une politique globale au niveau du sport qu'il faut mettre en place. Donc ça passe déjà par ce domaine-là. Pour les équipes françaises, moi je pense que ça passera par un budget capé. Parce qu'aujourd'hui, les équipes françaises... bah déjà, on a beaucoup d'équipes françaises, il faut le dire, en World Tour. On a la nation qui a plus d'équipes. Donc forcément, les budgets sont séparés entre ces différentes équipes. Visma, il n'y a que 2 équipes néerlandaises. Donc Visma, potentiellement, peut attirer 2 sponsors importants, alors qu'en France, attirer 2 sponsors importants, c'est plus difficile. Et puis après, je pense que ça passera par les budgets capés, parce qu'on ne peut pas rivaliser avec les charges sociales des Émirats Arabes Unis ou même des Pays-Bas, donc en France. Donc je pense que ça passera aussi par le budget capé pour obtenir des meilleurs coureurs. Et puis ça permettra en plus ce budget capé de dispatcher les leaders dans plus de formations, d'éviter d'avoir la situation qu'on a avec UAE, qu'on va avoir je pense très prochainement avec Bora, qu'on a également avec la UAE, d'avoir 15 leaders ou 20 leaders dans un effectif de 30 coureurs. Ça c'est sûr que si vous avez des budgets capés, c'est plus compliqué d'avoir tous les leaders dans la même structure. Regardez en Formule 1, Mercedes surdominé, peut-être que Mercedes domine beaucoup moins parce qu'il y a eu les budgets capés et qu'aujourd'hui Mercedes ne peut plus attirer tous les meilleurs ingénieurs dans sa structure parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire.
Donc on voit que ça peut rééquilibrer un petit peu les choses, même si Red Bull domine toujours du côté de la Formule 1. Allez, on passe à la troisième question. Tonté 3496, selon toi, pouvons-nous attendre à des transferts avec montant dans le cyclisme, des rachats de contrats comme on peut voir au foot, toute proportion gardée? Ça pourrait permettre au club formateur d'être un minimum récompensé. Lenny Martinez va partir et la Groupama ne va rien avoir, mais au risque de créer encore de plus grandes différences entre les structures. Alors moi je pense que oui, comme au foot, mais aujourd'hui c'est pas le cas dans le cyclisme, les clubs formateurs devraient recevoir une somme, pourquoi pas après le premier contrat ou après le deuxième contrat. Ce qui permettrait de créer des structures de développement, parce qu'aujourd'hui, bon, ça pullule, mais c'est vrai que les structures de développement, on voit qu'Uno X, par exemple, va arrêter sa structure de développement, parce qu'ils se sont fait piquer des jeunes, Uno X, par Visma Lease a Bike. Enfin, à l'époque Jumbo, ils en ont perdu de 2 ou 3, je crois. Groupama, bah, quand tu regardes bien, Hugo Page, il est allé chez Intermarché, n'a jamais roulé chez Groupama, donc oui. Et AG2R qui maintenant a une structure professionnelle mais qui s'est fait piquer un nombre de coureurs, Matteo Jorgensen par exemple était dans les équipes jeunes d'AG2R chez Chambéry Formation. Eux, ça a été un cataclysme du côté d'AG2R. Donc oui, que les clubs, enfin que les équipes formatrices et que même les clubs, parce que voilà, ça pourrait être aussi pour les clubs amateurs, qu'en ce moment le monde amateur, notamment en France, c'est un petit peu compliqué, mais déjà oui, que les équipes qui ont lancé des coureurs soient récompensées, je crois que oui, ça aurait un intérêt, parce que c'est ce qui a fait que, par exemple, que Patrick Lefebvre n'a pas continué au départ avec sa structure de développement. Patrick Lefebvre a lancé beaucoup de jeunes dans le cyclisme. Oui, sauf qu'il s'est en effet aussi piqué pas mal. Et c'est ensuite où il a décidé d'arrêter son équipe de formation. Là, il a décidé de relancer Quick Step Development l'année dernière. Donc avant, c'était Ethics, la structure qui était en République tchèque, mais il s'est fait piquer pas mal de jeunes. Mais on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, les équipes de développement, c'est devenu obligatoire. C'est les équipes réserves pour 2 raisons. Parce que déjà, vu le nombre de coureurs, vu le nombre de jours de stage, maintenant dans une année, par rapport à il y a 5 ans, bon, on s'aperçoit qu'avec un calendrier où, allez, on va dire, il y a 200 jours de course par équipe, bah, c'est compliqué d'avoir, même avec 28 ou 30 coureurs, c'est compliqué de réussir à former des équipes de 6-7 coureurs à chaque fois. Donc la réserve, ça te permet un petit peu de gonfler tes rangs, et puis ça permet de former des jeunes coureurs dans les courses 2-2, dans les courses espoirs, et ça permet aussi de créer un vrai calendrier espoir où il y a du beau monde. Parce que c'est vrai qu'à une époque, les calendriers espoirs, le Baby Giro, à une époque, à part les équipes italiennes, il n'y avait pas grand monde. Depuis qu'on a ces équipes de développement, on voit que le Baby Giro maintenant est une course qui devient attrayante. Le Tour de l'Avenir, bon, c'est par nation, donc c'était un peu plus facile, mais c'est vrai que le Baby Giro, c'était par équipe, c'était plus compliqué. Donc là, il y a un vrai impact, et puis peut-être que dans les années à venir, le Tour de l'Avenir repassera à une formule par équipe. Ils avaient arrêté la formule par équipe parce qu'ils avaient du mal à avoir des équipes au départ, il faut le dire, le Tour de l'Avenir. C'est pour ça qu'on était passé avec des nations. Donc ça peut avoir un intérêt pour les structures espoirs. Est-ce qu'on va attendre des transferts mirobolants du côté du cyclisme? Bah, je pense que oui. Je pense que oui, parce que actuellement, on a des budgets qui explosent. Encore une fois, je disais, par rapport à il y a 10 ans, on est à 2,5 à peu près, 2,5, 3 au niveau des budgets pour la plupart des structures. Donc les transferts ont déjà commencé à suivre cette évolution. Donc est-ce que dans les années à venir, certains coureurs seront payés 10, 15, 10 millions d'euros par an ou des sommes comme ça énormes? Oui, je pense que ça arrivera. Surtout si le cyclisme redevient attrayant avec la série de Netflix, comme on a vu du côté de la Formule 1. C'est-à-dire que ça pourrait augmenter également de ce côté-là si le cyclisme devient attrayant. Mais forcément, actuellement, les salaires vont augmenter. Mais
c'est les salaires des stars qui vont augmenter, pas forcément les salaires des équipiers. C'est là où l'UCI, je pense, doit être assez regardante sur la situation et assez attentive, c'est de faire attention qu'on n'ait pas non plus des écarts de salaire trop importants. Si vous avez des stars qui gagnent 40 millions d'euros et des coureurs qui gagnent 4 000 euros par mois, donc 4 000 euros par mois, x 10, 40 000, 48 000 par an, on va avoir des grosses différences. Donc ça, il faut faire attention. Et puis, je pense, moi, que le cyclisme n'a pas les reins suffisamment solides pour avoir un marché complètement dérégulé. Donc, c'est-à-dire un marché où on aurait, par exemple, des transferts peut-être en milieu de saison, comme on a eu des transferts au mois d'août, où on aurait des contrats qui seraient cassés, ou ce genre de choses. Parce que, contrairement au foot, je le dis toujours, mais au niveau économique, le cyclisme, c'est assez fragile. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les sponsors, aujourd'hui, beaucoup d'équipes s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de revenus en dehors des sponsors. Vous avez les primes de course, mais les primes de course sur un Tour de France, c'est 1 million d'euros. Et attends, 1 million d'euros, il faut y aller. Je crois que l'année dernière, je crois que Visma, qui pourtant remporte les 3 grands tours, je crois qu'en prime de course sur les 3 grands tours, ils ne sont même pas à 3 millions. Je crois qu'ils sont à 2,4 millions, 2,5 millions. Donc par rapport à un budget de 55-60 millions d'euros, c'est que dalle. Il y a beaucoup plus de dépenses que de recettes du côté d'une équipe de cyclisme. Or, dans le foot, vous avez quand même plus de lignes de recettes que ce que peut avoir le cyclisme, parce que le cyclisme, il n'y a pas de billetterie, parce que le cyclisme, il n'y a pas de droit télé pour les équipes, parce que le cyclisme, vous avez parfois les primes d'engagement. On veut Pogacar sur l'étoile de Bessèges, le mec de l'étoile de Bessèges va donner 5 000, 10 000 euros pour avoir Pogacar, mais c'est rien, on va dire, au niveau, par rapport à l'échelle du budget d'une équipe cycliste, c'est rien. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de sponsors qui sont capables de mettre 60 millions. Il y a peu d'entreprises dans le monde qui sont capables de mettre 60 millions d'euros, surtout dans le cyclisme. Et plus les budgets seront importants, c'est-à-dire que là, si on part sur un marché dérégulé, ça sera peut-être plus 60 millions d'euros, ça sera peut-être 80, 90 millions d'euros qu'il faudra mettre sur la table. Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas mieux sponsoriser en Formule 1 ou être sponsor maillot d'une équipe de foot de première ligue en Angleterre, ou sponsor d'un championnat de football. Est-ce qu'il ne faut pas aller sur d'autres sports où tu auras peut-être plus de visibilité, parce que plus d'audience, ou être sponsor d'une grande compétition, comme les Jeux Olympiques, comme la Coupe du Monde de foot. Donc ça à prendre en compte aussi, du côté du cyclisme. Est-ce que l'aura du cyclisme est si importante qu'on peut avoir des budgets à 90 millions d'euros? Je ne suis pas convaincu. Voilà. C'est pour ça que moi je prône le budget capé, parce que je pense que le cyclisme ne peut pas se permettre d'avoir un marché dérégulé comme on a aujourd'hui dans le foot. Mais moi, je serais pour, par contre, un truc qui ne se fait pas aujourd'hui dans le cyclisme, qu'on voit dans le foot, moi je serais pour qu'on puisse proposer des prêts. Par exemple, Julien Alaphilippe veut partir, mais son équipe est d'accord pour qu'elle parte, mais il n'y a aucune équipe qui veut payer le million d'euros restant du salaire. Et tu t'en débarrasses, tu l'emmènes dans une équipe de deuxième division. On pourrait faire que les équipes de World Tour puissent prêter des coureurs à des équipes de deuxième division. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'aujourd'hui, l'écart entre World Tour et entre première division et deuxième division, notamment au niveau du niveau global de la deuxième division, je pense, a énormément augmenté. Certes, en deuxième division, on a des tops équipes qui arrivent à s'en sortir, mais une équipe comme Burgos, une équipe comme Bardiani, Total Energy, même la Bingo, le Flanders, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir des systèmes de prêt. Moi, je serais d'accord pour ça. Autre question. Comment relancer l'intérêt des courses quand il n'y a qu'un seul ovni au départ? Parce que niveau suspense sur Stradé, Tirreno, Catalogne, Ronde 2 et Roubaix, on a fait mieux. Ça fait presque perdre tout intérêt à la course. J'ai peur que Poggi gagne 8 étapes au Giro. Alors on va différencier les classiques, les courses par étapes. Pour les classiques, encore une fois, je parlais de budget capé. Parce que les budgets capés, ça permettra de dispatcher les différents leaders dans différentes structures. Par exemple, avec un budget capé, est-ce que Alpecin de Koenig pourrait garder à la fois Van Der Poel et à la fois Philipsen? Il faudrait peut-être qu'il y en a un des deux qui parte.
Donc imaginons, ou Vermersch aussi par exemple. Donc imaginons que Vermersch se retrouve, je sais pas, chez Cofidis, que Philipson se retrouve, imaginons, chez EF, bah, ça changerait la donne au départ. Parce qu'il serait dans 3 équipes différentes. Donc il y aurait forcément de la confrontation. Donc je pense que si on veut augmenter aussi le suspense, il faut peut-être que les leaders soient dans plus de structures différentes et qu'on n'ait pas des super puissances comme on a actuellement. Sur les classiques flandriennes, on a vu quand même Alpecin c'est une super puissance, Visma c'est une super puissance, et il y a des structures, Movistar par exemple peut pas rivaliser actuellement. Cofidis peut pas rivaliser au niveau de son budget. Intermarché peut pas rivaliser. C'est vrai qu'on parle assez peu d'Intermarché, mais ils font une saison qui est pas exceptionnelle. Donc c'est compliqué. Donc moi je pense que si on veut relancer l'intérêt des courses et éviter qu'il n'y a qu'un seul ovni, parce qu'en fait l'idée c'est d'éviter qu'il y ait un seul ovni au départ, faut dispatcher les différents courants dans différentes structures et éviter qu'il y ait des superpuissances au niveau des formations. Après, sur les parcours, mais c'est compliqué, hein. Il faudrait enlever des pavés à Roubaix, rajouter des pavés. Je pense qu'en plus, tout le monde ne serait pas d'accord. Parce que certains diraient, il faut rajouter de la difficulté, sauf que si tu rajoutes de la difficulté, potentiellement, tu peux rajouter des écarts entre les différents coureurs. On a vu un petit peu sur les Strade Bianche. Alors, retirer des pavés, oui, mais retirer des pavés, on perd peut-être un petit peu le côté monument aussi. Donc c'est difficile au niveau du parcours. Et puis on va pas créer des choses artificielles. Sur les courses par étapes, sur les classiques, pardon, on va pas créer des trucs artificiels comme on voit en Formula I, par exemple, avec le Power Boost là, un petit peu à la Mario Kart. On va pas lancer des bananes sur les roues des mecs qui dominent. On va pas modifier les paramètres pour faire que le mec qui domine ait un vélo qui soit plus lourd, faire des systèmes de lest ou des trucs comme ça. Donc non, je pense qu'il faut surtout gérer sur le budget capé. Par contre, sur les courses par étapes, là on dit relancer l'intérêt de la course. Sur les courses par étapes, je pense qu'on peut réfléchir à la manière déjà dont se déroulent les courses. On peut réfléchir au niveau du parcours, comment faire sur un parcours de 21 jours pour qu'on garde du suspense jusqu'au bout, mais qu'en même temps on ait du spectacle un petit peu tous les jours. Par exemple, cette année, le Giro, il y a quand même un gros ventre mou en milieu de course. On va avoir des étapes qui vont être assez... La deuxième semaine est pas très intéressante cette année sur le Giro. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur les courses par étapes parce que il n'y a pas que le classement général sur les courses par étapes, sauf qu'on s'aperçoit qu'un Poggi, certaines années, il remporte le jaune, le blanc, le maillot à pois. Donc il y a peut-être un souci de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des classements qui pourraient animer certaines étapes. Je pense au classement de la montagne, je pense au classement du maillot vert, où il faudrait peut-être donner des carottes aux baroudeurs pour pouvoir se mêler à la lutte avec les meilleurs. Alors peut-être que c'est... Moi je suis partisan qu'il y a un classement, soit le classement par points, soit le classement du maillot à pois, où on puisse, en tant que baroudeur, pouvoir le remporter. C'est-à-dire qu'au départ de la course, qu'on puisse pouvoir remporter un de ces classements-là. Que ça soit le maillot vert, que ça soit le maillot à pois. Le maillot vert, parce que si par exemple, vous mettez 3 sprints intermédiaires sur une étape de plat, et que les 3 sprints intermédiaires, ça rapporte autant de points que le sprint à l'arrivée, ça modifierait peut-être la manière de courir les courses. On aurait peut-être des premières heures de course très très animées, encore plus sur les étapes de plat, et pas une échappée qui part en 10 secondes. Et puis peut-être qu'on n'aurait pas que 3 coureurs qui partiraient dans l'échappée sur le plat, on aurait peut-être 7, 8, 10 coureurs qui partiraient sur le plat parce qu'ils voudraient jouer ce classement-là. Donc c'est des réflexions à avoir sur le règlement, les bonifications. Mettre peut-être plus de bonifications sur le parcours ou retirer des bonifications. Il y a peut-être des réflexions à avoir pour créer d'intérêt sur les courses. Mais ça se fait... Et sur l'emplacement également des bonifications, parce qu'on voit que sur le Tour de France, et l'importance des bonifications, parce que sur le Tour de France, vous avez le sprint bonification en haut des côtes, de l'avant-dernière côte de la journée. Oui, mais bon, c'est 3 secondes. 3 secondes, ça ne va pas changer le classement général. Si tes bonifications, au lieu que ça soit 3 secondes, c'est 15 secondes ou 20 secondes de gagner d'un coup, là, tu vas avoir du spectacle. Et ça va peut-être débrider les courses.
Donc il y a peut-être une réflexion à avoir de ce côté-là, au niveau des bonifications, par exemple. Question numéro 5. Tout le monde catalogue la Lidl Trek comme étant la quatrième puissance désormais derrière UAE, Visma et Bora, mais n'aurait-elle pas fait une erreur en ne recrutant aucun Flandrien pour accompagner Pedersen? Parce que on note que sans Kirch ni Stuyven, c'est assez léger sur les Flandriennes autour de Pedersen. Oui, c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur, surtout de ne pas avoir... On a recruté Milan, par exemple, cette année. Milan et Pedersen, pour moi, c'est le même profil. Ce sont des sprinters qui passent bien les bosses. Pour moi, c'est 2 fois le même profil. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu recruter un profil complémentaire de Pedersen, c'est-à-dire un profil un peu moins bon sprinter, mais meilleur puncher pour les Flandriennes? Un profil, à la Van Der Poel ou à la Casper Asgreen, par exemple, qui aurait pu être intéressant. C'est un coureur qui est sur un profil différent de Pedersen, peut-être moins rapide au sprint qu'un Pedersen, mais qui peut partir de loin, et qui a une belle résistance comme Pedersen, mais qui peut aussi partir de très très loin, et avec des qualités de puncher, peut-être pour le Tour des Flandres, parce que pour moi le Tour des Flandres c'est trop dur pour Pedersen. Enfin, je considère que c'est trop dur pour Pedersen. Ça peut avoir un intérêt. Sauf que si tu réfléchis bien aussi, il n'y avait pas forcément beaucoup d'opportunités, je crois, pour les Flandriens cette année sur le marché des transferts. Alors, je n'ai pas vérifié, mais de tête, je n'ai pas souvenir qu'il y avait beaucoup de coureurs qui étaient en fin de contrat et où tu pouvais essayer d'aller les chercher. Parce que tu avais Jorgensen, mais sauf qu'il a été recruté par Visma, qui était la meilleure opportunité sur ces courses-là. Après, si je réfléchis bien, oui, je vois pas... Enfin là, de tête, j'ai pas d'autres coureurs qui étaient vraiment... qui auraient pu être intéressants, mais c'est vrai que si Lidl Trek avait recruté un Jorgensen, tu avais un profil différent de Pedersen. Tu avais un profil plus puncher et qui pouvait rouler pour Pedersen en cas de sprint. Ça aurait pu être intéressant d'aller recruter Jorgensen. Après, ils n'ont peut-être pas pensé, ou financièrement, c'était peut-être pas jouable aussi. Voilà, il faut voir de ce côté-là. Mais oui, ça aurait été intéressant d'avoir un autre Flandrien sur un autre profil. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si tu enlèves Pedersen, oui, c'est un peu léger. Alors, il y a eu Stuyven, mais bon, à travers la Flandre, a eu raison de ses ambitions, parce qu'il était pas mal. Mais oui, il te manquait pour moi, oui, un profil un peu plus punchy. Sauf qu'aujourd'hui, si tu regardes bien les coureurs flandriens, il n'y en a pas beaucoup qui sont libres. Il doit y avoir peut-être Bettiol en fin de saison. Bon, Bettiol, c'est quand même irrégulier, qui doit être peut-être en fin de contrat. Mais je suis même plus sûr s'il est en fin de contrat. Donc Guilherme, c'est le même profil que Pedersen et que Milan, donc il n'y a pas d'intérêt à le recruter, par exemple. Donc ouais, il faut un profil, je pense, un peu différent. Ça aurait pu avoir, encore une fois, le profil Jorgensen aurait pu être très intéressant pour cette structure. Question 6. Marie-Ange. Bonjour, merci pour tes analyses très fines. Cirez-moi les pompes pour avoir des questions plus facilement dans des parts fictifs. Non, j'aime bien, mais bon, j'ai toujours du mal moi, avec les compliments. Je fais partie de mes rituels débrief après le tour et maintenant sur les courses printanières. Selon toi, qui gagnera le tour cette année et quel avenir pour Remco chez la Quick-Step? Alors, pour le tour cette année, avec la chute sur le Tour du Pays-Bas, c'est sûr que Pogačar part quand même avec un super avantage. S'il tombe pas à Liège, qui reste une course dangereuse, quand même, Liège. L'année dernière, ça lui a coûté une clavicule de tête. Pogačar, ça lui a coûté surtout 6 semaines d'arrêt. Donc, pour le moment, Pogačar a un avantage. Parce que tous les autres sont blessés. Enfin, les autres ogres, Vingegaard, Remco, sont quand même bien blessés pour le moment. Voire ne pourront pas aller sur le Tour de France où ça risque d'être très compliqué. Vingegaard, surtout que j'ai l'impression qu'il y a eu quelques complications, donc ça n'a pas été facile. Remco, encore une fois, la pause va être longue.
Et puis c'est surtout des coureurs qui risquent de ne pas avoir de rythme avant le Tour de France. C'est-à-dire c'est des coureurs qui vont peut-être pas courir avant le Tour de France. Donc qui n'auront pas couru d'avril à juillet. Sauf que les premières étapes du Tour de France, c'est du tout cuit pour Pogačar, hein. C'est du punchy pour Pogačar, c'est du parcours qu'il aime, qu'il apprécie. Donc ça risque d'être compliqué d'aller le chercher sur ces étapes-là. Surtout qu'en plus, UAE a décidé de mettre la Dream Team autour de Pogačar. Je pense qu'ils ont compris, en regardant la Visma Lease Bike, notamment sur la Volta, que ça pouvait avoir un intérêt d'avoir des leaders qui aient un rôle d'équipier. Donc là, on risque d'avoir quand même une énorme équipe autour de Pogačar. Donc, après, on a vu l'année dernière, pour moi, l'équipe de Pogačar sur le Tour de France, elle était sur le papier plus solide que l'équipe de la Visma Lease Bike, et pourtant, à un moment, ça a un peu disparu. Mais oui, Pogačar, je pense, est fort et va avoir du mal à être battu. Après, un Tour de France, c'est pas non plus linéaire. On peut tomber, on peut avoir une défaillance, un jour de moins bien. S'il perd un quart d'heure, 20 minutes, il y a d'autres coureurs qui peuvent en profiter. Roglic, en fait, l'inconnu, c'est Roglic. Parce que, comme sur le Tour du Pays Basque, il gagne, certes, le contre-la-montre, il fait un super contre-la-montre, hein. Mais ensuite, on ne l'a pas vu. C'est toujours une inconnue, en fait, Roglic. On ne sait pas trop s'il s'est bien acclimaté à son équipe, parce qu'au final, pour le moment, Roglic, il a décidé de se reposer, mais il pouvait faire Liège, physiquement. Il a décidé de ne pas faire Liège, mais il aurait pu participer à Liège. Il n'aurait peut-être pas été au top physiquement, hein, mais il pouvait courir. Il peut courir, il peut s'entraîner, Roglic. Il n'est pas dans la situation d'un Remco. Il est dans une situation un petit peu différente. Roglic va pouvoir faire le gros mois de mai de préparation du Tour de France. D'entraînement, de stage en altitude, lui, il va pouvoir le faire. Remco, ça va être plus compliqué. Vingegaard, quasiment impossible. Donc ça change la donne. Après, du côté des Français, je pense qu'on est léger. On est léger encore cette année pour cette course-là. Je vois pas Gaudu battre Pogačar à la régulière. Actuellement. Hein. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ou un Guillaume Martin battre Pogačar à la régulière. Donc peut-être que l'adversaire numéro 1 c'est Roglic maintenant, mais on ne sait pas trop où il en est Roglic. Il y a une autre inconnue aussi, c'est Carapaz, parce qu'il a fait une saison blanche. Bon, il a l'air de revenir un peu, mais on ne sait pas trop où il en est, Carapaz. Egan Bernal aussi, qui a retrouvé des bonnes jambes, mais est-ce que ça tiendra sur 3 semaines ? Moi j'ai des doutes. J'ai peur qu'il y ait des douleurs qui se réveillent pendant la course. Donc, après, encore une fois, c'est des inconnus. Par contre, pour les Français, il y a l'opportunité de faire top 5. Il faut la saisir, cette opportunité-là. Pour moi, il y a vraiment l'opportunité. Et j'ai oublié de parler de Rodriguez, du côté d'Ineos. Il est monté en puissance parce qu'il avait eu un début de saison très très calme. Sur le Tour des Pays Basques, ça a été pas mal Rodriguez. Après, ça me semble un ton en dessous, ça me semble plus d'un niveau d'un Gaudu pour le moment d'un Gaudu, vous voyez. Donc ça me semble plutôt en deuxième division des coureurs de grand tour que en première division avec les Pogačar et autres. Donc voilà, il faut. Donc moi je verrais plutôt Pogačar sur le prochain tour. Je crois que sans trop de suspense pour le moment. Mais il ne faudra pas qu'il se rate. Et puis surtout, il ne faudra pas qu'il se rate en 3e semaine. Hein. S'il y a des coureurs qui retrouvent un peu de conditions physiques en fin de course. Quel avenir pour Remco chez Quick-Step ? Quick-Step a tout misé sur Remco. Donc ils sont obligés de le conserver à tout prix. Parce que, imaginons, Remco décide de rejoindre Ineos. Ce qui a été la rumeur l'année dernière fortement insistante. Quick-Step, ils ont Merlier, Van Wilder. Voilà, comme tête d'affiche. Parce qu'ils vont certainement perdre Alaphilippe. Les autres Flandriens, ils vont peut-être se barrer aussi.
Imaginons la situation. Ça devient quasiment impossible pour Quick-Step d'obtenir des bons résultats. Donc forcément, Quick-Step aura même du mal avec ce duo-là à rester dans le top 10 UCI. Parce qu'encore une fois, chez Quick-Step, tu as quand même une bonne dizaine de coureurs qui aujourd'hui, en termes de résultats, c'est quand même très léger. Et encore dit, je suis peut-être gentil, peut-être un peu plus. Alors oui, t'as les Paul Magnier, Antoine Huby, mais ce sont encore des jeunes coureurs, les Lamperti également, Luc Lamperti, mais ce sont des jeunes coureurs. C'est-à-dire que ces coureurs-là seraient obligés d'avoir un rôle important presque de leader à des jeunes âges, où parfois c'est dur d'avoir des responsabilités et de tenir surtout, d'avoir les épaules pour ces responsabilités-là. Donc ça serait pas du cadeau, un cadeau pour ces coureurs-là, ça serait compliqué. Donc pour moi, ils sont obligés de garder Remco chez Quick-Step. Il n'y a pas d'autres possibilités, sinon le projet tombe à l'eau et t'as pas d'autres projets à côté. Donc c'est obligatoire. Donc quel avenir ? Pour moi, Remco est obligé de rester chez Quick-Step. Après, c'est sûr que s'il n'obtient pas des résultats probants, et qui considère que son équipe n'a pas été suffisamment solide, il y a un moment, il va regarder ailleurs, et puis surtout, les autres équipes vont faire un appel du pied. On va dire, coucou, Ineos, on est là. Coucou, je sais pas, UAE, on est là. Visval is a Bike, coucou, on est là. Forcément. Red Bull, on est là aussi. Ou Lidl, aussi, qui pourrait être intéressé. Donc oui, Quick-Step, les équipiers auront aussi un rôle important. Le problème, c'est que si tu mises tout sur Remco, ce qui aujourd'hui est le cas, moi j'ai peur que Van Wilder parte. Parce que aujourd'hui, Van Wilder, je pense pas que c'est un coureur qui veut rester dans l'ombre de Remco Evenepoel. Donc au bout d'un moment, ça va être un problème. Et je pense que tu seras obligé de laisser partir Van Wilder. Tu pourras pas le garder ad vitam aeternam dans l'ombre de Remco Evenepoel. Ça a été le même problème avec Almeida. Almeida, Remco Evenepoel. Almeida est parti parce que Almeida voulait un statut de leader. Bon, il s'est barré chez UAE. Je pense qu'il n'a pas plus obtenu le statut de leader qu'il avait chez Quick-Step, mais au bout d'un moment, c'est un problème. Et puis, il faudra voir également le relationnel entre l'entourage de Remco et Patrick Lefevere, qui est un petit peu compliqué. Mais comme Quick-Step est obligé de garder presque à tout prix Remco Evenepoel, si Remco Evenepoel veut la tête de Patrick Lefevere, je pense que c'est le coureur qui peut l'obtenir. Et je pense que Lefevere le sait aussi. Enfin, s'il est suffisamment intelligent, Lefevere doit le savoir. Parce que Remco chez Quick-Step, il est un peu dans la même situation que, on va dire l'année dernière, Kylian Mbappé au PSG. Un petit peu, c'est El Patron, quoi. Ou que Messi à Barcelone, quand il n'y avait plus que Messi à Barcelone, c'était El Patron. C'est lui qui décidait, toi tu pars, toi tu restes, un peu comme Dewey dans Malcolm. Donc Remco Evenepoel, il a un grand pouvoir chez Quick-Step. Donc il peut décider de qui peut partir, qui peut se barrer. S'il a envie que Julien Alaphilippe reste dans l'équipe, peut-être que Patrick sera obligé de le garder. Si Julien veut rester, mais peut-être qu'il sera obligé de faire un pont d'or à Julien Alaphilippe. Parce qu'il a une emprise sur l'équipe, forcément, c'est ta star. Mais aujourd'hui, l'avenir pour Remco, oui, je pense que l'avenir de Remco et l'avenir de Quick-Step sont liés. Quick-Step ne peut pas laisser partir Remco. Et Remco, pour l'instant, se sent bien chez Quick-Step. Mais il ne faudrait pas que la situation se dégrade, parce que sinon, il pourrait mettre en difficulté Quick-Step. Clément Texier, penses-tu que l'UCI doit interdire certains braquets pour limiter la vitesse en course et éviter les chutes ? Ou est-ce un problème au niveau de l'attitude des coureurs qui prennent trop de risques et ne se respectent plus ? Les braquets, ça peut être une solution, notamment en descente, parce que plus le braquet est important, plus l'inertie est importante et plus la vitesse va être grande.
Après, alors oui, les braquets, plus les braquets sont grands, plus on va vite. C'est vrai que maintenant on a des braquets qui sont importants. On a vu sur certains contre-la-montre, on arrive à dépasser les 60. Donc à mettre c'est presque des plaques de cuisson maintenant les braquets. Enfin plutôt des casseroles, des poêles. Plus que la plaque de cuisson. À part si c'est une vitrocéramique. Mais aujourd'hui, oui, ça peut être une solution les braquets. Moi, je préférerais quand même, avant de penser à interdire ou limiter les braquets en course, parce que moi, j'ai toujours trouvé que ça pénalisait certains juniors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en junior, vous avez des braquets limités. Enfin, c'était le cas. Je ne sais plus si c'est encore le cas du côté des juniors, parce que je crois qu'ils devaient abolir cette règle chez les juniors. Donc, braquet limité, vous ne pouvez pas dépasser... je sais plus c'était quoi le braquet qui était limite chez les juniors. Peut-être que certains s'en souviendront de la taille. Mais ça, pour moi, ça bloquait certains coureurs qui étaient des coureurs puissants et qui étaient capables d'emmener peut-être déjà à 17 ans des 53 ou des 54 et qui ne pouvaient pas le faire parce que la réglementation l'interdisait. Donc moi je pense que si on limite certains braquets, ça va aussi nuire à certains coureurs qui peut-être ne tombent pas, qui peut-être ne prennent pas de risques et de coureurs qui sont en capacité d'emmener ces gros braquets-là. Donc moi, avant de penser au braquet, je pense qu'il faut, encore une fois, moi je serais partisan de brider les informations qu'on a sur les compteurs de vitesse, parce que la dernière fois, j'ai regardé notamment au Paris-Roubaix, à 140 ou 130 km de l'arrivée, Pidcock regarde les informations, joue avec son compteur. Et bah si il joue avec son compteur, et qu'il y a un accident devant lui, il joue avec son compteur, donc il tombe. Il freine même pas, hein. Donc je pense que, et le nombre de fois où je vois des mecs triturer les compteurs, je pense qu'il faut brider les informations sur les compteurs. Bah, je pense que il faut commencer... En fait, avant peut-être de limiter le fonctionnement, enfin la performance des vélos, il faudrait peut-être penser à réfléchir aussi au nombre d'informations qui arrivent sur les coureurs. Donc voilà, moi je mettrais déjà en avant peut-être brider les compteurs, améliorer également la sécurité sur les arrivées. On voit que là les deux grosses chutes qui sont arrivées, enfin je dirais quand même les trois grosses chutes, on en parlait hier, mais pour moi à travers les Flandres, le Canariberg, j'ai l'impression qu'il y a une fissure, une sorte de fissure là où tombe Van Aert. Bon, sur le Tour du Pays Basque, c'est un défaut de chaussée. Donc on aurait peut-être pu anticiper en amont ou qu'on aurait peut-être pu éviter de passer à cet endroit-là. Sur le Tour des Alpes, la chute de Chris Harper, il y a des énormes plaques d'égout, un goudron qui n'est pas en excellente qualité, un trottoir qu'on voit qu'au dernier moment. Donc peut-être améliorer déjà la sécurisation de certains parcours et enlever les informations sur les compteurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre de fois où je vois le mec triturer dans les informations de son compteur, c'est assez formidable, et ça je pense que c'est un vrai problème. Alors au niveau de l'attitude des coureurs qui prennent trop de risques et ne se respectent plus, oui, mais comme je disais déjà dans ma vidéo sur le Tour du Pays Basque, j'en ai moins parlé hier sur le Tour des Alpes, parce que j'ai plus parlé sécurisation de parcours sur le Tour des Alpes. En passant, tiens, pour le trottoir, j'ai eu l'idée hier soir quand je me suis couché, on aurait pu mettre de la bombe de couleur, de peinture, sur le bord du trottoir. Là, on considère que sécuriser 140 km de parcours, ça va coûter très cher, mais il y a peut-être des choses qui coûtent pas très cher et qu'on aurait pu faire. Tu sais, je disais, mettre de la mousse au niveau de la base du poteau, ce qui aurait peut-être évité la commotion cérébrale légère de Chris Harper, et mettre de la peinture sur le trottoir, quand on considère que peut-être que c'est pas vraiment visible, parce que si vous mettez une peinture orange, peut-être que les coureurs, ou de la peinture verte autour des plaques d'égout, ça aurait peut-être pu faire que les coureurs fassent attention. On revient donc au niveau de l'attitude des coureurs. Oui, aujourd'hui il y a des coureurs qui prennent trop de risques, il y a des coureurs qui sont dangereux dans les pelotons, on le voit très souvent, que ça soit des coureurs qui regardent dans leur dos à 3 km de l'arrivée sur un sprint massif à 60-65 à l'heure,
des coureurs qui sont pas attentifs, des coureurs qui vont toucher la roue du copain. Ça arrive très régulièrement aujourd'hui dans le peloton. Le principe de carton jaune, carton rouge, moi j'aurais plutôt privilégié un système de permis. Parce que carton rouge, oui, si tu provoques une grosse chute, mais parfois c'est la seule grosse erreur que tu vas faire de l'année. Donc j'aurais aimé peut-être un système un petit peu plus juste de permis comme on a aujourd'hui en Formule 1. C'est-à-dire que quand vous faites une grosse erreur, allez, vous perdez 5-6 points d'un coup sur un permis, vous avez 12 points. Et puis à la fin de l'année, en fait les points perdus, c'est pendant un an ou pendant 18 mois, ça pourrait être pendant 18 mois, pendant un an et demi. Et que si vous perdez beaucoup de points au bout d'un moment, ça peut être un problème. Et ce qui fait que certaines infractions qui peuvent paraître légères feraient perdre 1 ou 2 points, et puis des grosses infractions feraient perdre 6-8 points. Et au bout d'un an, si vous avez perdu votre quota de points, par exemple, vous prenez une suspension de 3 mois ou de 6 mois automatiquement. Moi, je serais plus pour un système comme ça que pour un système de carton jaune et de carton rouge, parce que je me dis, carton rouge, le mec il va se prendre tout de suite un carton rouge, alors que c'est peut-être la seule erreur qu'il va faire de toute sa carrière. Ça va rester pour moi dans son CV de coureur. Ça va peut-être nuire à l'intégralité de sa carrière, alors qu'il a fait qu'une connerie un jour. Et ensuite, il va peut-être être la tête de turc des mecs de l'UCI. Donc, moi, je préférerais un système de points. Mais oui, il y a des coureurs qui prennent trop de risques, qui ne font pas attention, qui ne font pas les gestes également pour indiquer des dangers. Alors, le problème également aussi du carton jaune et du carton rouge, par rapport au système de points, c'est que malgré aujourd'hui qu'on ait beaucoup de commissaires, qu'on ait une vidéo, un arbitrage vidéo, on ne peut pas tout voir ce qui se passe dans un peloton. C'est-à-dire que forcément, il y a certains coureurs qui vont passer entre les mailles du filet. Des coureurs qui peut-être à chaque fois sont à la limite du règlement et qui sont à la limite du carton jaune, mais qui ne se prendront pas le carton jaune. Alors qu'avec un système de points, ces coureurs qui sont toujours à la limite, un carton jaune, on pourrait considérer que c'est, avec le système actuel, en termes de points, ça serait 3 points. Eh bien, 3 points, bim, y a des fautes qui valent peut-être pas un carton jaune, mais qui pourraient faire qu'on retire 1 point du permis, 2 points du permis. Voilà. Puis des fautes plus graves, on pourrait retirer 8 points du permis. Voilà. Ou 10 points du permis. Ou après, sur des fautes extrêmement graves, qu'on décide tout de suite d'une pénalité, avec pourquoi pas un système aussi de commission de discipline, comme on a aujourd'hui dans le foot, comme on a dans le rugby, avec une commission de discipline, où on aurait un ancien responsable d'équipe, des anciens coureurs, un système un petit peu de jury, avec pourquoi pas une sorte de mini-tribunal, où on aurait une commission de discipline, et on pourrait appliquer des sanctions sur ce genre de cas. Ça pourrait avoir un intérêt aussi. Mais le problème de l'attitude des coureurs, c'est qu'encore une fois, le problème des chutes dans le peloton actuellement, c'est que c'est pas un seul problème, c'est une succession de problèmes. Vous avez les compteurs, vous avez les oreillettes, peut-être, ou les directeurs sportifs qui donnent trop d'informations, le manque de sécurisation des parcours, l'état des routes qui se dégrade, les coureurs qui sont de plus en plus dangereux, le matériel qui a évolué, l'équipement de sécurité sur les coureurs qui n'a peut-être pas évolué à la même vitesse que le matériel. Donc c'est plein de petites choses et c'est pas un seul truc qui va régler l'intégralité des chutes. Voilà. Encore une fois, moi je suis partisan plutôt des compteurs, je suis partisan d'une commission de sécurité sur les parcours, je suis partisan également d'un briefing avant le départ des courses pour indiquer les points chauds d'un parcours et améliorer la sécurité sur les points chauds dangereux d'un parcours. Par exemple, hier, le virage sur le Tour des Alpes, pour moi, c'était pas assez sécurisé, alors qu'on savait que c'était un endroit où ça pouvait être dangereux. Donc voilà, pour moi, il y a des choses qu'on peut améliorer avant et sur le matériel. Peut-être, par exemple, sur les guidons de contre-la-montre, on peut peut-être limiter l'angle du guidon de contre-la-montre
pour éviter que les yeux soient cachés par les mains, par les poignets, ce qui peut être un problème. Peut-être obliger le port des mitaines, ça pourrait être un autre intérêt. Peut-être aussi limiter la rigidité des cadres, par exemple. Sur les freins à disque, peut-être limiter la taille des disques de frein pour éviter d'avoir un freinage trop puissant. Il y a plein de choses qu'on peut mettre ensemble avant de s'attaquer peut-être au braquet, où là il y a quand même un impact physique. Il y a des coureurs qui peuvent... Ça désavantagera, je trouve, certains coureurs par rapport à d'autres. Voilà. On passe tout de suite à la question numéro 8. Il reste 3 questions. Le Bobman, dans un contexte de course au point pour les équipes, est-ce encore viable de s'inspirer d'un projet comme celui d'Alpecin, qui construit son effectif presque uniquement pour être dominant sur les courses d'un jour, et notamment les Flandriennes? Je crois que c'est toujours viable. C'est toujours viable parce que déjà les courses d'un jour, ça rapporte quand même beaucoup de points. La Flèche Wallonne, par exemple, c'est 400 points, si on va par là. Donc les classiques, les courses d'un jour, ça doit être 500 points SCI. Donc 500 points SCI, ça reste encore très très bien. Il y a peu de courses par étape, par exemple, qui arrivent à tirer autant de points. Une Coupe de France, c'est 125 points UCI, par exemple. La plupart des Coupes de France, et qui sont des 1-1, donc qui ne sont pas le niveau le plus haut du cyclisme. Hein. Donc ça, c'est toujours intéressant. Moi, je pense qu'on peut toujours se spécialiser dans un domaine. Donc les courses, sauf les punchers. Parce qu'aujourd'hui, les punchers, il n'y a pas suffisamment de courses qui conviennent qu'aux punchers. Et forcément, aujourd'hui, les punchers, ils sont énormément menacés par les sprinters. Aujourd'hui, les sprinters passant de mieux en mieux les bosses, il y a quand même de moins en moins d'étapes, il y a de moins en moins de courses qui ne conviennent qu'aux punchers. Donc je pense que c'est le seul domaine de coureurs et les baroudeurs, parce qu'aujourd'hui il y a quand même peu d'échappés qui vont au bout. Donc tu peux pas avoir une équipe que de baroudeurs. C'est les deux domaines où tu peux pas vraiment te spécialiser. Tu peux pas avoir une équipe spécialisée que de baroudeurs et une équipe spécialisée que de punchers. Par contre, que ce soit les spécialistes des classiques flandriennes à la Van der Poel, oui, tu pourras avoir une équipe qui soit spécialisée que dans les flandriennes. Alors après, il ne faudrait pas que tu te rates sur ton objectif, parce que c'est sûr que si tu te rates en n'ayant qu'un objectif dans la saison, c'est un petit peu compliqué. Mais souvent, quand même, les spécialistes de flandriennes sont des bons sprinters. Donc, en fait, tu n'es pas spécialiste que d'une carte, mais souvent de deux. Sur les courses par étapes, souvent maintenant, les coureurs qui sont bons en courses par étapes, ils sont en capacité, au final, d'aller chercher quelques classiques d'un jour aussi. Je pense au Tour de Lombardie, je pense à Liège, par exemple. Ça peut être une opportunité. Mais pour moi, c'est encore viable. En fait, la question pour moi, la seule chose aujourd'hui qui n'est plus viable avec le système de points UCI, donc je disais, déjà, puncher, baroudeur, mais c'est de n'avoir qu'une carte dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on pouvait avoir qu'un seul leader dans une formation. Et toute l'équipe était tournée autour de ce leader. Et après, on avait des coureurs mais qui étaient capables de faire des top 10, par exemple au sprint, mais qui n'étaient pas en capacité de gagner des sprints. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir qu'une seule carte. C'est-à-dire une équipe qui serait tournée, par exemple, comme on a eu à une époque, la Liquigas, par exemple, qui n'était tournée qu'autour de Sagan à la fin. Ça, c'est plus possible, parce que un coureur ne peut pas ramener assez de points à sa formation. Donc il faut avoir plusieurs cartes. C'est le cas d'Alpecin. Quand vous regardez bien Alpecin, ils ont Van der Poel, ils ont Philipsen, ils ont Cadengrove quand il est au top. Donc ils ont en fait plusieurs cartes. Cofidis, déjà, tu t'aperçois que c'est Guillaume Martin, c'est Yonis Aguirre, mais en dehors, et Brian Cocard, mais en dehors de ces trois-là, c'est un peu plus compliqué. Et ce ne sont pas des superstars en plus. Ce ne sont pas des mecs qui sont capables de gagner toutes les courses. Là, tu vois, c'est un peu plus problématique. Il faut en fait avoir plusieurs cartes. Pour moi, c'est la clé du côté du classement UCI. Surtout qu'aujourd'hui, on prend les 20 meilleurs coureurs de l'équipe. Avant, avec les 10 meilleurs coureurs,
c'est vrai qu'il fallait surtout avoir une star, deux stars. Tu avais peut-être moins besoin d'avoir une moitié de collectif performant. Maintenant, c'est sûr que si tu mises que sur deux trois cartes, il faut que tes cartes soient super fortes. C'est le cas aujourd'hui de Alpecin, mais on a vu leur début de saison, Alpecin n'était pas sensationnel, mais aujourd'hui Alpecin, ils ont aussi Axel Laurence, par exemple, qui est une super carte. Ils ont Quinten Hermans qui se relance un petit peu, mais c'est encore un petit peu léger. On verra le petit Vergalito, ce que ça va donner dans les années à venir. EF, par exemple, EF, ils ont plusieurs cartes. Voilà, ils ont Carapaz, Benelli, bon, Paulès, même s'il n'est pas au top, Vandenberg, par exemple. Et pourtant, ils sont plus sur un profil course d'un jour puncher, hein, EF, quand on regarde un petit peu. Mais oui, il faut avoir plusieurs cartes. Je pense que tu peux être spécialiste dans un domaine, mais il faut avoir plusieurs cartes. Par exemple, en montagne, aujourd'hui, la Movistar, ils ont Henrik Mas et que Henrik Mas, quasiment. Bon, on va voir ce que ça va donner Quintana, mais si Henrik Mas performe pas, tu t'enfonces, quoi. Donc, et c'est le problème aujourd'hui d'une équipe comme Movistar, c'est qu'ils n'arrivent pas à tirer en montagne un autre leader. Bahreïn, aussi, quand tu regardes bien, ça manque peut-être un peu de densité dans certains domaines de course. Donc, il y a peut-être un manque de stars dans l'effectif de la Bahreïn. Mais c'est vraiment, je pense que c'est pas le domaine de compétences qui compte, c'est plutôt le nombre de cartes, le nombre de pépites que tu as dans ta formation qui est important. Question 9. Jérémy Charbonnel, ton avis sur la campagne de classique de Quick-Step, le bon début de saison d'AG2R et de la lutte entre Arkea, DSM et Cofidis pour le maintien UCI. Alors, la campagne de classique de Quick-Step, bon, alors il y a eu Van Sevenant sur l'Amstel, ça sera peut-être le seul moment de joie de cette équipe, enfin de joie. C'est pour dire quand même qu'on se contente de peu maintenant chez Quick-Step, parce qu'une 4e place, on a l'impression que c'est la fête de la maison. C'était une catastrophe sur les Flandriennes. Je m'attendais pas à grand chose. Je m'étais presque dit sur le home loop, ah tiens, il y a Moscone, il peut peut-être revenir au top, Moscone. Il y avait Asgreen qui était parti dans l'échappée. Je m'étais dit, peut-être qu'il va y avoir une évolution. Et puis il n'y a pas eu d'évolution, parce que c'est presque leur meilleur classique. Bon, t'as Tim Merlier qui gagne à Nocquereux dans son jardin, parce que c'est quasiment son jardin, Nocquereux. Et surtout grâce à Bert van der Berge, parce qu'en fait c'est ces deux-là qui font le job, le reste disparu aussi ce jour-là. Et puis après, tu vois que la majorité de l'équipe, ça va pas, quoi. Et même parce que Patoche attaque souvent Julien Lafilippe, il l'attaque depuis longtemps. Il a mis plus de temps à attaquer Lampart et Kasper Asgreen. Asgreen, bon, ça fait 2 saisons. Encore une fois, ça fait depuis 2 ans. Heureusement qu'il y a sa victoire sur les Tours de France l'année dernière, hein, parce que ça sauve sa saison. Il sauve aussi le Tour de France de Quick-Step, ce coup-là. Lampart, ça a toujours été. C'est un personnage quand même, Lampart. Hein, il est dur à cerner, Lampart. Là, il a été transparent sur la campagne de classique. Moscone, à part sur le Het Nieuwsblad, ensuite ça a été compliqué. Alors parfois il a fait un gros travail d'équipier aussi, Moscone, mais qui au final n'a pas été rentable sur la fin. Et bon, on voit toute la difficulté de Quick-Step sur cette campagne de Flandrienne, c'est le fait de mettre Asgreen dans l'échappée à Roubaix. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en détresse sur ces courses-là que ils sont obligés de tenter l'échappée parce que en fait c'est leur seule solution pour être avec les meilleurs. Bon, c'était déjà le cas l'année dernière parce qu'ils avaient tenté l'échappée sur le Tour des Flandres. Hein. Donc ce qui montre quand même la situation chez Quick-Step. Je veux bien que ça soit plus la priorité, selon Patrick Lefebvre, mais tu as quand même des coureurs qui ont du talent normalement pour ces courses-là. Ce qui me fait quand même penser qu'aujourd'hui chez Quick-Step, c'est pas qu'un problème de coureur. Parce que, bon, j'aurais bien voulu s'il y avait que Julien Alaphilippe qui était en baisse de performance. Mais là, tu en as 3, 4 qui n'ont pas le rendement qu'ils avaient il y a 2-3 ans. Donc, est-ce qu'il y a un problème
au niveau du staff? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des programmes d'entraînement qui ne sont pas suffisamment bien ficelés pour être performants à temps? Est-ce qu'on a pris du retard par rapport à certaines équipes sur les programmations de saison, sur la manière d'arriver au top? Est-ce qu'on a de l'équipement qui est de moins bonne qualité, que ce soit de l'équipement nutritionnel ou de l'équipement textile ou de l'équipement au niveau vélo, qui fait qu'on n'arrive pas à être aussi performant que des structures qui sont mieux armées dans ce domaine-là. Mais il y a un problème aujourd'hui chez Quick-Step, et pour moi, ce ne sont pas que les coureurs. S'il y avait eu que Julien Alaphilippe, j'aurais dit bon, que Julien Alaphilippe, ou que Julien Alaphilippe et Asgreen, j'aurais dit ok, bon, ouais, l'équipe est au fond du trou, l'équipe est pas top, mais bon, vraiment, ces deux-là, c'est les seuls qui n'arrivent pas à s'en sortir. Sauf que quand tu regardes sur les classiques flandriennes, il n'y en a aucun qui s'en sort. Donc je pense que oui, il y a un problème plus important que seulement un ou deux coureurs qui a un chèque trop important et qui fait plus d'efforts parce qu'il gagne trop bien sa vie. Là, je suis aussi en désaccord avec Patrick Lefebvre. Cette théorie-là aurait fonctionné s'il n'y avait que Julien Alaphilippe et Kasper Asgreen. Mais quand tu revois dans le collectif, c'est compliqué. Et déjà l'année dernière, parce qu'un Sénéchal, par exemple, n'était pas top. L'année dernière, il y a des coureurs qui sont partis dans d'autres structures et qui n'étaient pas bien l'année dernière. Et par exemple, quand tu vois ce que fait Mickaël Honoré avec EF, je te dis que il fait des meilleures choses que chez Quick-Step, lui, hein, chez EF, là, cette année. Et il y a des coureurs où, avant, c'était vraiment compliqué de quitter Quick-Step. C'est-à-dire les coureurs qui quittaient Quick-Step, après, derrière, c'était l'hécatombe. J'ai l'impression que c'est un peu moins l'hécatombe aujourd'hui. Et puis surtout, tu sens qu'il y a vraiment des coureurs qui voulaient se barrer. C'est-à-dire qu'avant Quick-Step, ça faisait partie des structures comme un peu Ferrari en Formule 1, quoi. Tu vois, Ferrari au Red Bull. C'est-à-dire, soit tu étais vraiment mis dehors, mais normalement tu restais. Maintenant, tu t'aperçois que y a des coureurs qui ont quand même vraiment envie de se barrer de Quick-Step. Donc c'est qu'il doit y avoir quand même des problèmes au niveau du staff, au niveau de l'ambiance, au niveau de... que seulement je suis juste en méforme. Du côté du bon début de la G2R, il y a des structures comme ça où il y a un effet... l'arrivée de Decathlon a fait du bien. Les vélos, changement de marque de vélo. Alors, on pensait que BMC c'était des bons vélos. Bon, c'était peut-être des vélos lourds BMC parce que les Van Rysel ça marche très bien. Et donc un changement d'équipement qui leur a fait beaucoup de bien. Et puis après, il y a une dynamique. C'est-à-dire, ils ont commencé très très bien le début de saison. Ça commence dès le Down Under, hein. C'est Gauthera qui part dans une échappée avec Quinn Simons dans une attaque en fin de journée. C'est Paré-Peintre, je crois qu'il y avait un coureur qui était dans le top 10 de la course aussi. Donc ça lance déjà l'équipe sur des bons rails. Et puis t'enchaînes les résultats. Et tu crées une dynamique positive. Ça me rappelle Total quand Sagan était arrivé. Pourtant Sagan était blessé, mais ils avaient créé une dynamique jusqu'au Tour de France où ils obtenaient des résultats. Il y avait une victoire sur le Dauphiné, il y avait eu des bons résultats sur plein de courses. Ils avaient réussi à engendrer une dynamique. Decathlon, c'est un peu pareil. L'arrivée du sponsor Decathlon leur a fait beaucoup de bien. Et pourtant, on pourrait dire, un peu comme dans le cas de Total Energy où il n'y avait pas Sagan, eux l'a fait, bon pour l'instant il n'est pas là. Bennett a eu quelques résultats, mais c'est pas encore du grand Bennett. Et pourtant ça marche. Donc super, mais l'équipe a une autre mentalité que les années précédentes, c'est clair et net. Et à part Félix Gall, qui est un peu moyennos pour le moment, même si là sur les dernières épreuves là du côté du triptyque de l'Est de la France a été un peu mieux. Ben O'Connor, ça faisait depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Les Paré-Peintres, c'est également très bien ce qu'ils font. Donc non, il y a une vraie dynamique qui s'est construite. Donc non, très très bon début de saison. Et en plus, t'as Paul Lapera de l'autre côté, c'était Valentin Ferron chez Total Energy et Burgodeau qui s'était un petit peu révélé. Là, t'as Paul Lapera de l'autre côté. Et en plus, au niveau World Tour, donc, parce que c'est bien de se révéler en Coupe de France, mais là, au niveau World Tour, sur des grosses épreuves, donc non, très très bien pour cette structure.
Et la lutte entre Arkea, DSM et Cofidis pour le maintien. Arkea est parti le couteau entre les dents, ce qui n'était pas le cas de Cofidis et DSM. Arkea, ils ont raté leur saison 2023. Enfin, ils ont raté leur saison. Ils n'ont pas marqué suffisamment de points. Dès le mois d'août-septembre, c'est-à-dire après le Tour de France, on a senti on commençait à mettre en place une mission avec les points UCI. Je pense qu'à la différence de Cofidis et de DSM, eux, ils l'ont vu venir bien avant les deux autres équipes. Donc, ils se sont préparés. Ils se sont préparés, notamment avec le recrutement d'Arnaud Démare. Mais Arnaud Démare, il gagne en fin de saison l'année dernière, plus de mal. Et tu sens que on est en train de préparer cette optique du maintien. Cofidis, et ce qui fait qu'en début de saison 2024, alors ils ont eu du cul sur le Tour des Flandres, Mozzato qui prend la deuxième place avec un peloton qui revient sur la fin. Et puis Vauclin, c'est vrai que ça fait tout de suite beaucoup de points ECI également d'un coup, mais il y a eu des résultats. Je pense Ewen Kostiou, ça c'est pas mal, c'est des jeunes coureurs en plus de cette structure. T'as Mozzato qui a également remporté une classique en Belgique. Voilà, t'as des résultats avec certains coureurs, même si tout le monde n'est pas encore à 100% dans cette structure Arkea. Mais je pense que, contrairement à Cofidis et DSM, eux, ils l'ont vu venir déjà l'année dernière et ils se sont préparés en se disant aujourd'hui, il faut qu'on aille marquer des gros points ECI. Déjà dans leur recrutement, en prenant Démare, c'était un choix fort. Mais derrière aussi, en se séparant aussi peut-être de Warren Barguil. Barguil est parti, mais ils n'ont pas tout fait pour le conserver à tout prix. Donc je pense qu'il y a eu une réflexion là-dedans, en se disant, il va falloir marquer des points. Et donc, dans la mentalité au départ des courses, c'est différent. Cofidis, l'année dernière, ils font une super saison. Et quand tu fais une super saison, des fois c'est compliqué de remettre la machine en route. C'est ce qui se passe du côté de Cofidis. La machine n'est pas remise en route. Et autant Decathlon, il y a un cercle positif, cercle vertueux qui s'est mis en place, autant du côté de Cofidis, c'est un cercle vicieux qui s'est mis en place. Début de saison pas exceptionnel à part Brian Cocard qui marque quelques points. Guillaume Martin qui chope la Covid. Tu as aussi John Izagirre qui n'est pas exceptionnel. Et puis les résultats de Brian Cocard, ça décroît. Et puis Guillaume Martin a du mal à remettre en route. Et puis John Izagirre, il abandonne sur quelques courses. Et puis ça continue au niveau du cercle vicieux, quitte à atteindre que des abandons sur certaines courses, grandes courses du calendrier, notamment l'Amstel. Et tu te retrouves être dans une situation compliquée parce que malgré leur bonne saison l'année dernière, ils n'avaient pas marqué tant de points que ça au final. Et surtout, ils n'avaient pas tant de marge que ça par rapport aux équipes du bas. Et comme ils ont fait un début de saison catastrophique, c'est très compliqué. On l'avait vu déjà avec EF en 2022, qui avait fait un début de saison qui était vraiment pas exceptionnel, qui avait une saison compliquée, et qui, malgré le fait qu'ils avaient 3 ou 4 000 points d'avance sur la Lotto, à ce moment-là, qui s'était retrouvé vraiment limite à rester en World Tour. Et c'est le cas pour la Cofidis, qui, je pense, n'est pas parti le couteau entre les dents pendant l'intersaison par rapport à Arkea, parce qu'eux, ils ne l'ont pas vu venir. Et puis la DSM, je crois que la DSM, en fait, ce qui est un peu terrible, mais on n'a rien à foutre des points UCI. Enfin, c'est un peu terrible. C'est-à-dire que DSM, eux, leur objectif, c'est de former des coureurs. Je crois que c'est leur passion, c'est de former des jeunes coureurs, et c'est leur objectif aujourd'hui d'équipe. Ils ont tenté de récupérer Jacobsen et Barguil, mais s'ils avaient vraiment misé sur les points UCI, ils auraient recruté peut-être plutôt Jonathan Milan que Jacobsen. Dans l'idée. Même si Jacobsen il est néerlandais, je crois qu'il y a eu le côté néerlandais qui a beaucoup joué dans le recrutement de Jacobsen.
Donc aujourd'hui, DSM, mais ça fait le cas depuis 4-5 ans, ils en ont rien à foutre des points UCI. Et c'est une équipe qui, quand même, en termes de niveau de résultat, décroît depuis, je dirais, depuis le départ de Dumoulin. Depuis 2019, les résultats sont quand même plutôt en berne dans cette structure. Ça diminue d'année en année. C'est une équipe qui maintenant n'a plus de marge de sécurité. Et bah, il faut que les meilleurs s'en sortent. Sauf que pas de peu pour eux. Barguil ne fait pas les classiques des Ardennaises parce qu'il se blesse. Olney, de nouveau une clavicule. C'est la deuxième de l'année. Ça leur coûte très cher en termes de points UCI. Mais je crois vraiment que DSM, c'est pas leur priorité. Même encore aujourd'hui, je crois que c'est pas leur priorité. Mais bon, DSM aujourd'hui, s'ils étaient en deuxième division, je suis pas sûr qu'ils seraient invités sur tant d'épreuves que ça. Je suis pas sûr. Hein, donc il faudrait qu'ils se méfient quand même. Hein. Aujourd'hui, le fait qu'ils participent aux grandes courses, c'est qu'ils sont au World Tour. S'ils sont en deuxième division, je suis pas sûr que ce soit la structure sur laquelle on s'intéresse le plus. Et puis, on aurait pu rajouter à cette liste-là Intermarché, qui n'a pas réussi à se relancer par rapport à l'année dernière, et puis Jayco, parce que les stars de Jayco, pour le moment, Yates, c'est très discret, Dunbar, début de saison catastrophique, Mauro Schmidt, ça marche pas, et la chute de Chris Harper, ça leur coûte des points du côté du Tour des Alpes, lui qui a été sur une belle série pour le moment. Donc voilà. DSM, par contre, on peut notifier quand même que vers Marqueux, c'est pas mal. Ça leur apporte quelques points. Romain Bardet aussi leur apporte des points. Mais bon, il y a quand même beaucoup de coureurs qui aujourd'hui ne sont pas d'un grand niveau pour le World Tour. Dernière question. Je me pose une question et j'aimerais avoir ton avis avisé. Est-ce que Philipsen gagne autant grâce à Van Der Poel ou devrait-il changer d'équipe pour gagner plus ? Pourrait-il gagner plus, notamment dans les classiques, s'il ne devait pas partager avec Van Der Poel, car je pense que ce coureur est bien plus qu'un sprinter. Philipsen gagne autant de sprints sur le dernier Tour de France. Oui, Van Der Poel le place très bien. Je pense que ces deux deuxièmes places sur Roubaix, le fait d'avoir Van Der Poel devant, ça aide aussi énormément. Voilà. Après, aujourd'hui, Philipsen, il arrive aussi à se servir de d'autres poissons pilotes qui sont également très bons. Hein, Van Der Poel n'est pas le seul à réussir à emmener Philipsen. Puis Philipsen est quand même aujourd'hui dans une situation un petit peu comme Mark Cavendish quand il dominait le sprint, c'est-à-dire qu'il a une marge de sécurité sur ses adversaires. Donc même en faisant des erreurs, il peut quand même s'en sortir, sauf peut-être face à Tim Merlier. On a vu que Tim Merlier est capable de jouer avec. Peut-être aussi un Olaf Koy bien emmené. Ça peut être compliqué pour Philipsen. Donc est-ce qu'il devrait changer d'équipe pour gagner plus ? C'est pas si évident que ça. Alors pour Paris-Roubaix, c'est sûr que tant qu'il y a Van Der Poel, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui sur une épreuve comme Roubaix, forcément... avec Van Der Poel, c'est un avantage. Mais est-ce qu'en changeant d'équipe, il gagnerait Paris-Roubaix ? Pas forcément. Parce que Van Der Poel, avec lui, il y a Vermersch. Parce que Van Der Poel, avec lui, il y a Sylvain Didier. Parce que Van Der Poel, avec lui, il y a Krag Andersen. Faut pas résumer Alpecin à seulement 2 coureurs. Vous avez aussi Axel Laurence, qui va progresser dans les années à venir. Donc Philipsen, dans une autre structure, il n'aurait pas tous ces équipiers-là. Donc il se retrouverait peut-être seul beaucoup plus tôt. Et puis, il n'aurait pas la liberté de ne pas rouler derrière un Van Der Poel. Il serait obligé de rouler. Donc même pour des places d'honneur, ça serait peut-être plus compliqué aujourd'hui. Parce que si, imaginons, Philipsen n'est pas dans la même équipe de Van Der Poel sur le dernier Paris-Roubaix. Quand Van Der Poel part, il est obligé de rouler. Aujourd'hui, il est très fort, mais il aurait ramené aussi peut-être ses petits camarades avec lui. Et dans un sprint à 3 ou 4, peut-être que Philipsen aurait été battu, surtout après 255 km de course. Ça aurait pu se passer de cette manière-là aussi.
Et puis parfois quand on change de structure, on change aussi le staff. Et Alpecin, je crois ce qui fait aussi une des forces d'Alpecin sur ces épreuves-là, c'est le staff. C'est que c'est une équipe qui est parfaitement rodée sur ce type d'épreuve par rapport à certains de ses adversaires. Par rapport à une équipe comme Groupama, je pense qu'il y a une expertise en plus. Et puis il y a aussi les vélos. Le Canyon, il marche parfaitement sur ce type de course. Ce qui ne serait peut-être pas le cas chez Bora, par exemple, avec le Specialized. Et avec une équipe qui est peut-être moins spécialisée sur ce type de course-là ces derniers temps. Donc, et sur les sprints, Alpecin a aussi l'expertise d'emmener parfaitement les sprints, parce qu'on l'a vu avec Caden Grove, c'est une équipe qui sait faire le job. Il y a peu d'équipes qui ont cette maîtrise-là sur le sprint. Il y a Quick-Step, qui a encore cette maîtrise-là sur les sprints, mais on voit qu'il y a des structures où c'est plus compliqué. Au Intermarché par exemple, Israël, c'est des équipes qui n'ont pas le bon timing sur la plupart des sprints. Donc changer d'équipe, ça voudrait pas forcément dire plus de victoires. Par contre, ça voudrait dire un vrai statut de leader, et peut-être plus un statut de leader à partager avec un coureur sur les Flandriennes comme Van Der Poel. Ça serait l'avantage. Mais tu aurais peut-être une équipe moins solide, tu aurais peut-être plein de paramètres qui feraient que ça serait plus compliqué pour aller chercher la gagne. Bon, on est d'accord sur le fait que Philipsen est plus qu'un sprinter, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je pense aujourd'hui que Philipsen c'est le meilleur sprinter, mais c'est pas un pur. Enfin, de toute manière, aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de purs sprinters. Quand on regarde bien, même Merlier, il joue sur les classiques. Aujourd'hui, il y a Renaud Wegen qui est un pur sprinter, et on s'aperçoit que même les purs sprinters passent de mieux en mieux les bosses. Non, je dirais, il y a De Klein qui est presque un sprinter à l'ancienne parce qu'il passe pas les bosses. Il y a Jacobsen aussi, mais les véritables purs sprinters qui ne passent pas une bosse, il y en a quasiment plus. Hein. On voit que c'est une discipline, le sprint, qui a beaucoup changé avec Sagan, je pense, avec des Michael Matthews aussi. C'est des types de cours, c'est des coureurs qui ont beaucoup évolué. Hein. Aujourd'hui, un Romain Feuillu, qui était considéré comme un sprinter qui passait bien les bosses il y a 10 ans, aujourd'hui, ça serait un sprinter lambda. Romain Feuillu, ce serait un sprinter lambda. Et c'est là où on voit que les choses ont évolué, je pense, sur les 10 dernières années. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si cette vidéo est un petit peu longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!